J'ai vu des cellules ici à Port-au-Prince avec 45-47 personnes dans une salle, peut-être même pas le 10e de cette salle, même pas le 10e. Ils passent toute la journée, toute la nuit, sans eau. Ils ont quelques minutes d'aller à la toilette. Et c'est vraiment infrahumain avec cette chaleur. Donc pour moi, c'est première chose. Deuxième chose, assurer la nourriture. On avait un problème de faire nourrir les détenus. Comme j'ai dit, il y a 212 personnes qui sont mortes dans une année, et la majorité à cause de ne pas avoir mangé. Premièrement, il faut s'adresser au problème de la prévention prolongée, préventive. Ça, c'est la raison principale qu'on a un surchargement de cellules dans les 2 prisons que j'ai visitées. Et j'ai lu un rapport très bien rédigé sur la prison de Jérémie où on se trouve le même problème. Il y a des gens là-bas qui attendent des mois, des fois des années, sans jugement. Même pour des petites choses, un vol de poule, un bagarre avec un voisin, mais pas de blessés graves. J'ai rencontré un mineur qui est là pendant 3 ans pour un petit vol, sans avoir été jamais jugé. Donc pour moi, c'est une urgence tout de suite. La justice doit se rendre compte que ce n'est pas possible qu'on va laisser les gens passer des temps comme ça dans des conditions inhumaines. J'ai vu des cellules ici à Port-au-Prince avec 45-47 personnes dans une salle, peut-être même pas le 10e de cette salle, même pas le 10e. Ils passent toute la journée, toute la nuit, sans eau. Ils ont quelques minutes d'aller à la toilette. Et c'est vraiment infrahumain avec cette chaleur. Donc pour moi, c'est première chose. Deuxième chose, assurer la nourriture. On avait un problème de faire nourrir les détenus. Comme j'ai dit, il y a 212 personnes qui sont mortes dans une année, et la majorité à cause de ne pas avoir mangé. Troisième chose, il faut vraiment régler ici à Port-au-Prince les immondices. J'ai pris des photos, vous pouvez y aller. Il y a un tas d'immondices de fatras à 3-4 mètres au mur du centre médical, disons. C'est une petite salle, un dispensaire, où se trouvent les prisonniers malades. Vous pouvez imaginer, jusqu'à côté, il y a tous ces immondices qui puent, qui a beaucoup de bactéries, toutes ces choses, avec une odeur incessante. Les malades. Et jusqu'à l'autre côté, il y a encore 50-60 prisonniers dans une cellule qui respirent le même air. Donc pour moi, vraiment, ça dépend vraiment de l'État de prendre ses responsabilités, de garantir soit les conditions humaines, et deuxièmement, il faut suivre les règles de la République. La Constitution dit 48 heures maximum devant un juge naturel, soit le juge dit oui, c'est bon, il y a des preuves, il reste en prison, soit non, il n'a rien, laissez-le. Il faut avoir un engagement urgent d'adresser ce problème de surpopulation. Et la cause principale, ce sont un manque de procès pour les justiciables. Ils restent sans procès. Pour les enfants, je suis très inquiet. Les droits des enfants, on était déjà en difficulté ici en Haïti. Vous savez mieux que moi que même avant cette crise, la moitié d'enfants n'allaient pas à l'école. 45, 44, 45, 50, mais en grand nombre n'allaient pas à l'école. C'est une entrave vraiment aux droits humains parce que Haïti a ratifié le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux, culturels. On trouve dedans le droit à l'éducation, éducation primaire gratuite. Et je sais ici, il y a un problème avec les écoles, la grande majorité sont privées et ça coûte cher. Et il y a très peu d'écoles nationales. Et ça, c'est un problème encore. Il faut que l'État prenne sa responsabilité
de créer un accès aux enfants haïtiens à l'éducation primaire gratuite au maximum. Ce n'est pas un rêve, c'est une obligation légale. Et ce n'est pas respecté. Ce n'est pas récent, ça fait des années. Les écoles privées, il faut vraiment régler parce qu'il y a des écoles privées très bonnes, et il y en a d'autres qu'on appelle les écoles bolettes, on m'a dit. Les écoles ne sont pas tellement bonnes. Alors, ajoutant à tout cela les difficultés causées par l'insécurité, pour qu'un enfant puisse aller à l'école et revenir vivant, ça c'est une crise. Donc la réponse, je crois, primaire, est d'essayer de garantir la sécurité de circulation à tout le monde, pas seulement les enfants, mais les Madame Sarah, les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, tout le monde pour aller au marché, aux banques, au centre sanitaire. C'est vraiment urgent, c'est une urgence aussi, comme les prisons, aussi pour moi, les enfants, l'école et leur vie, avoir accès à la nourriture aussi. On avait des études de PAM récemment qui montrent qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas une nourriture adéquate pour le développement, et c'est très important, parce que si on perd ce temps-là, on n'a qu'une fois d'être enfant, et après c'est trop tard. Donc, sur le développement mental, psychologique, c'est vraiment les premières années sont très importantes. Donc, je suis très inquiet par cela et je demande que l'État et le reste fassent ce qu'il faut pour garantir la sécurité. Parlons de la sécurité. J'ai mentionné le trafic d'armes. OK? Donc, avec intervention nationale, sans intervention internationale, pour moi, il n'y a aucune excuse qui explique pourquoi ces armes peuvent venir très facilement ici en Haïti. Comme j'ai dit, aucune arme n'est produite en Haïti. Tout vient de l'extérieur. La majorité, je dois dire, de mon pays, des États-Unis. Et j'ai parlé déjà avec des diplomates américains, on discute, et j'ai dit, comment ça c'est possible? Il faut vraiment avoir des surveillances des bateaux qui partent de la Floride, qui arrivent ici dans des containers. On a toute cette histoire de l'Église épiscopale. Il y a tous ces problèmes avec les douanes avant. J'espère que ça va être arrangé maintenant avec le nouveau directeur aux douanes, qui semble un type très sérieux. Ils font vers les inspections, c'est bon. Il faut contrôler la frontière avec la République dominicaine et le Jamaïque. On sait que les armes viennent, d'ailleurs, pas tous des États-Unis, mais aussi la République dominicaine et le Jamaïque. Mais pour moi, c'est primordial aussi. Si les gangs n'ont pas d'armes, ils perdent beaucoup de pouvoir, de leur contrôle, c'est évident. Donc pour moi, c'est une question très, très, très urgente aussi de régler ce trafic. Malheureusement, avec les difficultés de transport, sécurité, logistique et de temps, j'aurais pu visiter seulement le Cap haïtien et pas d'autres régions. Avant, pendant mes premières les visites antérieures et quand j'ai travaillé ici avec la mission civile et après le tremblement de terre, je suis revenu aussi dans cette période-là, j'ai visité presque tous les pays. Mais je dois vous dire que cette fois-ci, au Cap, j'étais très impressionné, la vie continue, il y a des problèmes, c'est sûr, mais où on a la sécurité, les écoles sont ouvertes, les marchés marchent, les marchés fonctionnent. Pas de courant là-bas, c'est un problème. Le problème d'immondice, c'est terrible au Cap quand on entre de l'aéroport, c'est un grand problème. Mais autrement, c'était très impressionné. On a visité le commissaire du gouvernement, le chef de département de la PNH, le OPC, le bureau de l'OPC là-bas. On a visité aussi le doyen du tribunal de première instance. Aussi, on a visité le bureau de bien-être haïtien. On avait une rencontre avec des ONG de la société civile de Cap qui ont présenté leur doléance aussi. Mais vraiment, ça me donnait un peu d'espoir, étant donné que si on peut régler cette situation d'insécurité, même avec tous les problèmes qui restent, l'inégalité, pauvreté,
courant, tout ça. Haïti a beaucoup de promesses. Ça peut avoir un avenir beaucoup plus positif qu'on a ici maintenant, au moins au Port-au-Prince. Je reviens. Ce n'est pas la dernière visite, je vous assure. Et j'espère que la prochaine fois, je peux aller dans les autres départements aussi pour visiter et pour voir la réalité. Mais pour l'instant, c'est seulement le cas. Premièrement, ici à Port-au-Prince, c'est l'insécurité. Je dois vous dire, même avec le gouvernement de Cédras et de Nanfi et le reste, on pouvait circuler, nous, comme internationaux. Je sais, c'est différent pour les Haïtiens, mais on pouvait circuler. Je suis allé souvent au Cité Soleil pour avoir des réunions là-bas, à Brooklyn, à Douya, n'importe. À Cité Boston, Carrefour, Martissan, je suis allé partout. Et en province encore, très simple, à Hinche, à Jacmel, Les Cailles, Port-du-Paix, avec des problèmes logistiques et de transport, mais pas cette question d'insécurité. Et ça, c'est vraiment différent. Sur la question humanitaire, c'est dramatique aussi, c'est dramatique. Parce que je dois vous dire, on a fait, je crois, pas mal de progrès dans plusieurs domaines entre 1993 et 2010. Avec des problèmes, c'est sûr, avec des reculs, des avances, voilà. Mais le tremblement de terre, pour moi, bon, et pour vous, certainement plus que pour vous, c'était terrible dans plusieurs sens. Mais un sens que je réfléchis beaucoup, je crois que le tremblement de terre n'a pas seulement détruit des choses physiques, c'est vrai, les bâtiments, les écoles, etc., mais il avait un impact tellement négatif sur l'esprit des Haïtiens, sur l'optimisme, ils sont toujours là, je trouve des Haïtiens, j'admire beaucoup, ils ne cessent jamais. Ils me disent, Kembe fait pas la guerre, parce que des fois je dis, c'est pas possible, mais eux continuent. Ils battent toujours, sans relâche. Mais je crois que les effets de tremblement de terre avaient un impact. On n'a pas vraiment, moi-même, je n'ai pas pris le profondeur tout de suite. Et depuis les tremblements de terre, je crois que le pays a vraiment, il est entré dans une période très difficile avec une détérioration dans plusieurs domaines. Mais comme j'ai dit, il y a toujours l'espoir, ce n'est pas irréversible. Et pour moi, c'est plutôt l'esprit des Haïtiens qui veulent avoir un pays digne et dans lequel ils sont fiers, dans les institutions qui fonctionnent. Mais c'est difficile, je dois dire, c'est difficile, c'est compliqué, et c'est plus compliqué qu'avant. C'est sûr, pour moi au moins, c'est mon opinion.